Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation un petit peu spéciale aujourd'hui puisque nous sommes tous à distance, contrairement à notre habitude. Bien évidemment, vous devez vous en douter, la matinée, enfin en tout cas la présentation va être assez riche puisque avec cette période très particulière que nous venons de traverser, eh bien, il y a eu des dispositions exceptionnelles qui ont été prises et encore une fois, je vais être particulièrement frustrée pour la simple et bonne raison que je ne vais pas pouvoir vous présenter d'abord l'intégralité des mesures exceptionnelles, mais au surplus, je vais être obligée de faire un choix, enfin j'ai été obligée de faire un choix et donc de vous présenter les points principaux et encore pas dans leur intégralité. Donc, on va commencer le plus rapidement possible avec des dispositions concernant la prime exceptionnelle Macron Covid-19, enfin version Covid-19. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que cette prime Macron qui avait été mise en place en 2018, tout à la fin de l'année, pour favoriser le pouvoir d'achat, eh bien, avait été reconduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2020, à la fin de l'année 2019, mais il y avait une condition particulière qui était celle d'être couvert par un accord d'intéressement. À défaut, cette prime Macron, vous pouviez verser une prime, mais elle ne pouvait pas bénéficier du régime fiscal et social de faveur. Par une ordonnance du 1er avril 2020, comme vous le voyez sur la diapo, eh bien, cette condition de signature d'un accord d'intéressement pour pouvoir verser une prime exceptionnelle Macron, que j'ai appelée version Covid-19, a été supprimée tout simplement. Et en même temps, pas complètement. Elle a été supprimée en réalité pour pouvoir verser une prime jusqu'à 1 000 € par bénéficiaire. Et vous avez jusqu'au 31 août 2020 pour verser cette prime et prendre bien évidemment soit un accord, soit conclure un accord pour mettre en place cette prime, soit prendre une décision unilatérale pour verser cette prime au 31 août au plus tard, afin qu'elle bénéficie du régime fiscal et social de faveur. Donc, deux choses, suppression de l'accord d'intéressement et on repousse au 31 août la date limite pour pouvoir verser cette prime. En revanche, si vous êtes couvert par un accord d'intéressement ou si vous souhaitez tout simplement mettre en place un accord d'intéressement dans l'entreprise, vous avez la possibilité de verser une prime exceptionnelle Macron jusqu'à hauteur de 2 000 € par bénéficiaire, soit un doublement du plafond d'exonération initialement prévu par la loi. Autre apport également de cette ordonnance, eh bien, comme vous avez jusqu'au 31 décembre pour verser cette prime exceptionnelle Macron, non, au 31 août, pardon, 31 août pour verser cette prime exceptionnelle Macron, eh bien, vous avez également la possibilité de conclure l'accord d'intéressement également au 31 août 2020 et pas, alors pour toutes les entreprises en tout cas qui ont un exercice fiscal et comptable qui se termine au 31 décembre, normalement, quand on veut conclure un accord d'intéressement, on n'a que jusqu'au, il faut que ce soit fait, en tout cas, avant le 1er jour du 7e mois suivant la clôture de l'exercice, qui nous emmène le plus souvent avant le 1er juillet. Et là, pour toutes ces entreprises qui seraient concernées par ce délai du 1er juillet pour conclure un accord d'intéressement, eh bien, c'est reporté exceptionnellement au 31 août. Et l'ordonnance a prévu également la possibilité pour les entreprises qui souhaiteraient mettre en place un accord d'intéressement de pouvoir conclure un accord d'intéressement dérogatoire. C'est-à-dire que l'accord peut avoir une durée comprise entre 1 an et 3 ans, alors que classiquement, les accords d'intéressement sont de 3 ans. Enfin, j'attire votre attention également sur les bénéficiaires de cette prime exceptionnelle Macron, qui sont non seulement les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail ou les intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice. Et cette fois-ci, la date de conclusion du contrat
ou de la mise à disposition, eh bien, c'est celle qui correspond soit à la date de versement de la prime, soit à la date qui correspond à celle du dépôt de l'accord d'entreprise ou de la signature de la décision unilatérale de l'employeur. Donc, vous pouvez faire bénéficier les salariés sans condition d'ancienneté, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, mais vous avez cette possibilité. Il suffit qu'ils soient présents dans l'entreprise au moment du versement ou de la date de signature de l'accord ou de la décision unilatérale. Enfin, toujours sur cette prime exceptionnelle Macron, a également été modifiées les conditions qui permettent de moduler la prime en fonction notamment des conditions de travail liées à l'épidémie du Covid-19. Donc, on a les critères classiques pour pouvoir de manière objective moduler la prime si c'est la volonté dans l'entreprise, par rapport notamment à une proportionnalité en raison du temps de présence ou de la durée du travail du salarié, ou également en fonction des classifications et des coefficients, pourquoi pas. Mais vous avez aujourd'hui la possibilité de moduler cette prime en fonction des conditions de travail. Donc, admettons que vous souhaiteriez faire bénéficier une prime plus avantageuse pour un salarié qui a été dans l'obligation de se déplacer pour venir travailler au moment de la période du confinement par rapport à une situation en télétravail. Vous avez tout à fait la possibilité, à condition bien sûr de rester objectif et que ce soit égalitaire pour l'ensemble des salariés qui se trouveraient dans la même situation. En revanche, ce qui n'a pas changé par rapport à la prime exceptionnelle Macron, eh bien, c'est le plafond de rémunération qui est pris en compte pour savoir si effectivement on peut bénéficier ou non de l'exonération. Et donc, je vous le rappelle, il s'agit de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant le versement qui doit être inférieure à 3 SMIC. Ou éventuellement, si vous le souhaitez, à un plafond inférieur qui sera fixé par vos soins. Voilà en ce qui concerne la prime exceptionnelle Macron version Covid-19. On passe maintenant aux modifications qui ont eu lieu concernant l'intéressement et la participation pendant cette période. Donc, on a une référence qui concerne l'ordonnance du 25 mars 2020 et puis également le site du ministère du Travail a mis en place une question-réponse concernant l'épargne salariale. Donc, le gouvernement a prévu que pour tenir compte des conséquences de l'épidémie du Covid-19, eh bien, les entreprises sont autorisées à reporter la date de versement des primes qui sont dues aux salariés en 2020 au titre de leur dispositif d'intéressement ou de participation au 31 décembre 2020. Donc, pour les sommes qui ont été placées en 2015 et qui sont donc disponibles en 2020, eh bien, vous avez la possibilité, si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place, décaler la date de versement sans que vous n'ayez bien évidemment d'intérêt de retard à verser aux salariés. Et la question-réponse vient préciser également qu'il n'est pas nécessaire, c'est recommandé, mais c'est pas obligatoire, de conclure un avenant à votre accord d'intéressement ou à votre accord de participation pour pouvoir décaler la date de versement des primes dues. En effet, une seule information est suffisante auprès des salariés, y compris par voie électronique. Et bien évidemment, il faut que vous en gardiez la trace pour pouvoir justifier que vous avez régulièrement informé les bénéficiaires. J'attire votre attention sur le fait qu'en revanche, le report ne peut pas, doit être en tout cas égalitaire pour tous les bénéficiaires, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de verser les primes à une catégorie de salariés et puis attendre le 31 décembre pour les verser à une autre catégorie de salariés. Hein, il faut que vous reportiez la date de versement pour l'ensemble des bénéficiaires de la prime, sauf exceptionnellement ceux qui seraient en situation de précarité financière, et ça, il doit vous en justifier sous condition. Si
que vous souhaitez creuser le sujet, bien évidemment, je me tiens à votre disposition. Mais en tout cas, voilà, il n'est pas nécessaire que vous concluiez un avenant et vous devez faire une information et il faut que ce soit pour tout le monde pareil. Autre dispositif également, on vient vous dire que, bien évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a il y avait l'épidémie et la période de confinement que vous deviez ne pas procéder aux négociations avec vos institutions représentatives du personnel et que il était possible d'organiser des réunions à distance pour permettre la continuité du dialogue social. Donc ça, c'est une première chose. Et en conséquence, on vient quand même vous rappeler que le régime d'intéressement, de participation ou de règlement de plan d'épargne salariale peut également être adopté si vous n'avez pas les institutions qu'il le faut ou si vous n'arrivez pas à négocier avec vos institutions, eh bien, vous avez la possibilité de procéder à la ratification par les 2/3 du personnel d'un projet. Donc ça, c'est une première chose. Et en conséquence, on vient vous dire que concrètement, eh bien, pour l'épargne salariale et uniquement pour celle-ci, si vous voulez procéder effectivement à modification de votre accord et que vous n'avez pas la possibilité de le faire par la voie royale, à savoir soit les délégués syndicaux ou le CSE, eh bien vous avez la possibilité de procéder à l'envoi du projet d'accord à l'ensemble des salariés sur leur messagerie personnelle ou dédiée de chacun avec une indication d'un délai de réponse, bien évidemment, que vous souhaitez respecter. Une explication selon laquelle vous souhaitez une validation explicite par un message électronique dans un délai que vous avez fixé et enfin un dépôt lorsque vous avez recueilli l'ensemble des messages de validation, un dépôt de l'ensemble de ces messages avec l'accord que vous leur avez soumis pour effectivement le déposer sur le site Téléaccord, puisque désormais, eh bien, il faut déposer les accords sur une plateforme électronique et ne plus les envoyer à la directe. Donc, encore une fois, si jusqu'à présent, vous n'avez pas eu la possibilité soit de mettre en place un accord d'intéressement, soit de procéder à un avenant, eh bien, vous avez jusqu'au 31 août pour le faire et le ministère du Travail prévoit que vous pouvez procéder par messagerie électronique si vous ne pouvez pas le faire en présentiel. Alors, pour poursuivre, quel est l'impact des périodes d'absence liées à la crise sanitaire? Oui, on peut effectivement se poser la question lorsqu'on va conclure ou calculer l'intéressement ou la participation, c'est de se dire, quid pendant cette période de crise, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Est-ce qu'on peut prévoir une répartition différente de la prime d'intéressement en raison de l'absence de nos salariés? Alors, soit effectivement pour garde d'enfants malades ou lié à un arrêt maladie pour personnes vulnérables, ou même est-ce que au final, si moi j'ai stoppé mon activité et que tout le monde était en activité partielle totale, est-ce que ces périodes d'absence, puisque en activité partielle totale, eh bien doivent être prises en compte dans le calcul? Alors oui, premièrement, j'attire votre attention sur le fait qu'en ce qui concerne la situation d'activité partielle, qu'elle soit réduite ou totale, sachez que la totalité des heures chômées doivent être prises en compte pour la répartition, soit en termes de durée de présence, soit en termes de salaire qui devra alors être reconstitué. Donc, neutralisation de la situation d'activité partielle pour le calcul de l'intéressement. Ensuite, en ce qui concerne les autres cas d'absence pendant cette période de confinement, eh bien, sachez que, en revanche, l'accord d'entreprise doit prévoir de prendre en compte les périodes qui ne sont pas légalement prises en compte, les périodes d'absence qui ne sont pas légalement prises en compte. Donc,
il faut, et ça c'est pas possible de le faire juste par information des salariés, il faut régulariser un avenant au contrat d'intéressement ou un avenant au contrat de participation et prévoir par exemple que si c'est votre souhait, en tout cas, la situation d'arrêt de travail pour garde d'enfants eh bien, sera assimilée volontairement à une période légalement prise en compte pour le calcul de l'intéressement ou de la participation, si c'est votre souhait. Attention, ce n'est pas une obligation, puisque légalement, cette période-là ne va pas être reconnue comme du temps de travail effectif qui doit rentrer en compte dans le calcul, mais volontairement, vous pouvez le faire. Et si vous souhaitez le faire, comme ce sont des dispositions qui n'ont jamais été prévues dans les accords, eh bien, vous devez régulariser un avenant. Enfin, autre petite information en ce qui concerne la demande de déblocage anticipé. Sachez que, en principe, lorsque le délai de 6 mois arrive à, enfin, le salarié a un délai de 6 mois. Et si jamais ce délai de 6 mois est arrivé à échéance entre le 12 mars et l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence, donc autant vous dire qu'aujourd'hui, elle reste fixée pour le moment au 10 juillet, eh bien la demande de ce salarié sera réputée avoir été faite à temps si elle a été effectuée dans un délai maximal de 2 mois à compter de la fin de cette période. Donc, pour faire court, quand on parle ça fait une période qui va entre le 12 mars et le 10 juillet, plus un mois 10 août, plus 2 mois, ça nous emmène au 10 octobre. Autre disposition également, toujours sur la participation et l'intéressement, qui concerne cette fois-ci un nouveau cas de déblocage anticipé et quelques autres dispositions variées. Alors, sachez que depuis le 6 juin, donc c'est tout récent puisque le décret date du 4 juin et qu'il a été publié le 5, donc applicable depuis le 6 juin, eh bien, il y a un nouveau cas de déblocage anticipé qui est prévu, notamment lorsque les salariés sont victimes de violences commises par leur conjoint, concubin ou partenaire de PACS, ou ancien conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Donc, sachez que ce n'est pas non plus quelque chose qui est aussi facile que ça pour obtenir ce déblocage anticipé, puisque là, le salarié qui est victime de violence, eh bien, doit le justifier, bien évidemment, et il doit apporter la preuve qu'il est sous couvert d'une ordonnance de protection par soit le juge pénal, soit le juge aux affaires familiales. Et lorsque les faits de violence donnent lieu à des poursuites judiciaires. Donc, il faut quand même que le salarié puisse apporter la preuve qu'effectivement, malheureusement, il est victime de violence. Ensuite, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais je ne vous avais pas précisé que ça ressortait de ce décret du 4 juin dernier. Il y a une suppression de l'obligation, alors non seulement de consulter le comité social et économique avant le dépôt d'un accord d'intéressement, ça avait été ça avait été prévu par la loi Macron du 1er janvier 2016 et du 17 août 2015 relative au dialogue social, mais il n'y avait jamais eu de décret qui avait mis en place cette modification. Alors là, c'est chose faite, le décret donc fixe les modalités de dépôt de l'accord d'intéressement et donc suppression de cette obligation de consulter le comité social et économique. En revanche, lorsque vous avez un comité social et économique et que vous souhaitez mettre en place un accord par décision, enfin pas un accord, mais une décision unilatérale, puisque ça intéresse globalement la rémunération des salariés, ça tombe sous l'obligation d'informer le CSE. Donc, vous avez quand même l'obligation, non pas de faire une consultation du comité social et économique, mais au moins de l'informer. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et à partir du moment où il a eu une information, vous faites un dépôt conjoint. Donc, il faut modifier la rédaction de vos décisions unilatérales pour qu'il apparaisse que le dépôt
sur la plateforme Téléaccord et un dépôt commun entre le CSE ou entre éventuellement le représentant syndical dans l'entreprise, le délégué syndical de l'entreprise et l'employeur. Quelques informations concernant l'activité partielle Covid-19, sachant que effectivement depuis le tout début de la crise, le gouvernement a mis en place un dispositif particulièrement exceptionnel afin de maintenir le plus possible l'emploi des salariés et notamment l'indemnité versée aux salariés pendant les heures non travaillées était prise en charge à 100% par l'État et l'UNEDIC. De même, vous aviez un délai de 30 jours pour décaler la situation et la possibilité de joindre a posteriori le procès-verbal du comité social et économique, puisque vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on met en place de l'activité partielle dans l'entreprise, eh bien, on est dans l'obligation d'informer et de consulter son CSE. Et là, normalement, l'information et la consultation, elle doit être préalable. Et là, dans le cas présent, elle pouvait être a posteriori, compte tenu des mesures d'urgence que les entreprises ont été dans l'obligation de prendre. Possibilité également d'individualiser l'activité partielle. Ça, c'est quelque chose de tout nouveau, puisque, en tout cas pour cette période de crise, puisque par habitude, l'activité partielle ne peut être que collective, c'est-à-dire concerner soit l'entreprise, soit une unité de production, soit un service, mais absolument pas une personne en particulier. Or là, compte tenu de cette situation exceptionnelle, eh bien, il y avait bien évidemment une possibilité d'individualiser l'activité partielle pour prendre en compte en fait les particularités de cette situation. L'administration devait vous répondre sous 48 heures au lieu de 15 jours, mais avec un contrôle a posteriori, avec autorisation qui vaut pour 12 mois au lieu de 6. Alors, sachez que depuis la fin du confinement, il y a eu plus de 10 000 contrôles qui ont déjà été engagés par l'administration pour vérifier si les entreprises n'avaient pas abusé de l'activité partielle. Et il y a des chances pour que, effectivement, ces contrôles perdurent. Enfin, autre dispositif tout particulier, la prise en charge des salariés VRP, ça on ne l'avait jamais vu, les forfaits jours, y compris en cas d'activité partielle avec activité réduite et non totale, etc., etc. Donc, il y a eu tellement de dispositions qui ont été prises très spécifiques, notamment depuis le 1er juin, le passage des salariés en arrêt maladie jusqu'à présent, soit parce qu'ils sont vulnérables, soit parce qu'ils devaient garder leurs enfants à la maison, soit parce qu'ils vivaient avec une personne vulnérable, eh bien, ils ont basculé du régime de sécurité sociale sur le régime d'activité partielle. Donc, toutes ces mesures, eh bien, je n'ai pas la possibilité d'entrer dans le détail, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, bien évidemment, comme à mon habitude, je reste à votre disposition. En revanche, depuis quelques jours, il y a des informations assez contradictoires qui circulent, y compris dans la presse spécialisée. Et parce qu'on entend, et d'ailleurs ce sont 2 projets de décret qui ont été soumis le 12 juin 2020 auprès de la Commission, parce que l'État ne peut pas continuer manifestement à indemniser et à prendre en charge à hauteur de 100% l'activité partielle. Donc, on s'orienterait vers une baisse de l'indemnisation du chômage partiel pour les salariés et également, parallèlement, une diminution de sa prise en charge pour les entreprises. Et la date qu'on entendait, dont on entend parler, c'est le 1er juillet. En revanche, je vous disais information contradictoire pour la simple et bonne raison que le 15 juin dernier, que ce soit Muriel Pénicaud ou Gérald Darmanin, eh bien, on a eu des infos contraires en disant non, pas de changement d'indemnisation pour les salariés en activité partielle au 1er juillet, pas de changement non plus pour les entreprises,
Et en revanche, eh bien, le ministre des Grands Comptes Publics, lui, le même jour, a laissé entendre que s'il y aurait effectivement une baisse de la prise en charge. Donc, c'est vraiment une affaire à suivre parce que, eh bien, je pense que même au plus haut niveau, ils ne savent pas trop et en tout cas, ils ne sont pas d'accord sur la manière de faire évoluer l'activité partielle et que dans les jours à venir, nous aurons bien évidemment des informations complémentaires. Alors, on va s'arrêter quelques instants sur le télétravail et notamment le déconfinement. Donc, vous avez dû tous plus ou moins l'expertiser, c'est-à-dire que le télétravail a été bien évidemment une solution qui a été mise en place assez souvent dans l'urgence dans les entreprises pour en tout cas tout salariés qui pouvaient continuer à travailler en télétravail et dont la présence n'était pas indispensable pour occuper leurs fonctions. Et s'est posé tout un tas de questions puisque la plupart des entreprises n'étaient pas préparées au télétravail et ne disposaient pas d'un accord ou d'un plan, en tout cas d'un règlement sur le télétravail. Donc, première question qui peut se poser, c'est de se dire aujourd'hui, avec le déconfinement, alors que les salariés sont en situation de travail, que l'employeur souhaiterait qu'ils reviennent sur place, est-ce qu'un employeur peut effectivement refuser le télétravail à un salarié ? Alors oui, la question-réponse du ministère du Travail nous donne des indications. Elle vient nous dire oui, l'employeur peut refuser le télétravail s'il estime que les conditions de reprise de son activité sont conformes aux consignes sanitaires sur son lieu de travail et à tout le moins, de toute façon, en cas de refus, même s'il a le droit, il doit motiver son refus. Donc, depuis le 17 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre, c'est ce qui avait été privilégié, hein, le télétravail. Mais là, aujourd'hui, eh bien, à partir du moment où il y a des confinements et le lieu de travail, enfin la présence sur le lieu de travail redevient indispensable au bon fonctionnement de l'activité, eh bien l'employeur peut refuser celui-ci. Enfin, autre information importante, le salarié est-il obligé d'utiliser son ordinateur personnel ? Eh bien, non, absolument pas. Si l'employeur place son salarié en situation de télétravail, il doit lui fournir le matériel nécessaire pour pouvoir exercer son activité en télétravail. Donc ça, c'est une des choses qui a été la plus compliquée matériellement à mettre en place. La plupart du temps, les salariés ont pris leur outil informatique pour ceux qui n'étaient pas équipés ou en tout cas qui n'avaient pas des outils informatiques aussi performants que sur le lieu de travail. Je sais par expérience que certains de mes clients ont autorisé les salariés à venir prendre les écrans, les tours, etc. pour pouvoir continuer l'activité. Autre info qui n'apparaît pas en revanche sur la diapo, on peut aussi se poser la question de savoir si les salariés sont en droit d'attendre une indemnisation forfaitaire pour les frais liés à la situation de télétravail, tels que par exemple consommation Internet, consommation téléphonique, etc. Alors tant que vous n'êtes pas couvert par un accord de branche ou d'entreprise à ce sujet qui prévoit effectivement l'indemnisation du salarié, eh bien, sachez que vous n'avez pas d'obligation en tant qu'employeur d'indemniser le salarié pour sa situation en télétravail. Autre question qui pourrait également se poser, c'est de se dire, les salariés qui bénéficiaient d'indemnisation de frais de déplacement, etc., pour les besoins de leur activité et qui aujourd'hui, ou qui pendant cette période ont travaillé à domicile, est-ce que d'autorité, je peux leur réduire leurs frais ? Alors, si tout dépend de la rédaction, bien évidemment, du contrat, mais si les frais sont forfaitaires, et qu'il est prévu que le salarié bénéficie d'un remboursement forfaitaire de frais, là, vous ne pourrez pas modifier son enveloppe de frais.
En revanche, si le remboursement de frais est sur justificatif ou en fonction d'un barème par rapport à X déplacements, etc., là, bien évidemment, de manière tout à fait logique, vous pourrez réduire l'enveloppe de remboursement de frais. Enfin, on peut aussi se poser la question, parce que moi je l'ai eu, même si ça n'apparaît pas sur la diapositive, quid des tickets restaurants pour les salariés qui seraient en situation de télétravail? Eh bien, sachez que les salariés qui sont en situation de télétravail doivent pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les salariés qui ne sont pas en situation de télétravail. Ce qui veut dire que les salariés en situation de télétravail doivent percevoir leur ticket restaurant au même titre que leurs camarades qui pendant cette période de confinement, se seraient déplacés pour venir travailler. Autre information qui concerne cette fois-ci les apprentis et le déconfinement. Alors, pour nos petits apprentis, ça a été aussi une période assez compliquée. Et le gouvernement prévoit bien qu'effectivement, ça va être encore plus compliqué pour eux. Donc, mise en place d'une revalorisation de l'aide unique versée aux employeurs qui recruteraient des apprentis entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 afin que les entreprises continuent de former les apprentis, même si elles sont dans une situation un peu difficile. Alors, cette aide serait de 5 000 euros, la première année pour l'embauche d'un apprenti mineur et de 8 000 euros pour un apprenti majeur, ce qui équivaut en fait à un apprenti entre guillemets gratuit en ce qui concerne la première année. Autre disposition également, à compter de septembre, les jeunes qui n'auraient pas encore trouvé de contrat d'apprentissage peuvent rester inscrits 6 mois au lieu de 3 au préalable dans le centre de formation avant de trouver un point de chute en entreprise. Donc, rallongement du délai pour leur permettre de trouver un contrat. Autre chose qui est également prévue, si jamais les contrats d'apprentissage qui devaient prendre fin là après la période de confinement et dont les apprentis n'ont pas pu passer les épreuves pour valider leur apprentissage, eh bien sachez qu'il est possible de faire un avenant au contrat pour renouveler celui-ci jusqu'au moment où l'apprenti pourra obtenir sa certification. Voilà. Enfin, c'est pas enfin, non, on poursuit sur la notion de motif économique et social. Et effectivement, j'ai souhaité vous faire un bref rappel sur ce qu'est légalement un licenciement économique et quels critères on doit remplir pour qu'il soit validé en cas malheureusement de contentieux et de contestation du motif économique si jamais vous devez envisager cette solution. Alors sachez que dans un premier temps, le licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Il doit reposer sur un motif non inhérent à la personne du salarié, par opposition bien évidemment au licenciement pour motif personnel. Il doit résulter d'une cause économique, emporter des conséquences précises sur l'emploi du salarié et avoir été précédé d'efforts d'adaptation et de reclassement du salarié. Alors, je ne peux pas revenir en détail sur tous les critères qui sont d'ailleurs cumulatifs, ce n'est pas alternatif, c'est bien cumulatif. Mais je tiens à attirer votre attention sur la cause économique. En effet, depuis très peu de temps, enfin 2 ans maintenant, un petit peu plus de 2 ans, la cause économique est caractérisée soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel que la baisse des commandes, le chiffre d'affaires, perte d'exploitation, dégradation de la trésorerie, l'excédent brut d'exploitation, soit par tout élément de nature à justifier bien évidemment de ces difficultés économiques. Donc ça, c'est une première chose. Mais sachez qu'au surplus, cette baisse significative, par exemple de commandes ou de chiffre d'affaires, elle est définie en fonction de l'effectif de l'entreprise et d'une durée.
Donc, pour une entreprise de moins de salariés, cette cause économique, elle doit être regardée au trimestre et par rapport à l'année précédente. Donc, admettons que vous ayez eu une baisse significative de votre activité ou en tout, oui, de votre activité, de votre chiffre d'affaires, de votre trésorerie au courant mars, avril, mai 2020, eh bien, il faut que ça corresponde, enfin, que ce soit, faut que vous fassiez un comparatif par rapport à la période précédente, identique, à savoir mars, avril, mai 2019. Et si sur 3 mois consécutifs en 2020, vous avez eu une baisse de votre activité par rapport au même trimestre 2019, vous avez votre cause économique. À défaut, vous ne l'avez pas. Donc, et bien évidemment, plus l'effectif de l'entreprise est importante et plus la durée sur laquelle on doit regarder la cause économique est également longue. Donc, ça va jusqu'à même 1 an pour les entreprises de plus de 300 salariés. Donc, soyez extrêmement vigilants dans la détermination du motif économique et notamment lorsque vous utilisez la cause économique liée à une baisse de chiffre d'affaires ou de trésorerie ou de perte d'exploitation, parce que c'est par rapport à l'effectif et à la durée. Quelques mots sur le projet rectificatif de la loi de finances pour 2020 qui a été adopté au début du mois de juin et qui, en principe, on devrait s'orienter vers un dispositif d'exonération totale de cotisations sociales pour 2 types d'entreprises. Premièrement, pour les PME de moins de 250 salariés dans les secteurs les plus touchés, tels que le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, le sport, la culture, le transport aérien ou l'événementiel. Hein. Et les TPE de moins de 10 salariés dans les autres secteurs et pour lesquels l'activité implique l'accueil du public et qui a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie. Bien évidemment, on vient vous dire, à l'exclusion des fermetures volontaires. Et en ce qui concerne ces TPE, eh bien, il faut qu'elles soient, ça implique l'accueil du public, mais également c'est pour celles qui auraient une activité qui serait dépendante des PME précitées, c'est-à-dire qui ont dû fermer leur activité dans le tourisme ou l'hôtellerie, etc. Donc, ça serait en fait les entreprises en deuxième rang. Pour les PME, elles peuvent également bénéficier de cette exonération de cotisation sociale pour les secteurs dont l'activité dépend des secteurs précités également et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire a priori, ça serait moins 80% de leur chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai. Donc, je vous l'ai déjà dit, la mesure consiste en une exonération totale des cotisations et contributions patronales, excepté les cotisations de retraite complémentaires, qui seraient applicables aux rémunérations dues au titre des périodes d'activité entre le 1er février et le 31 mai pour les PME et le 1er février au 30 avril pour les TPE des autres secteurs. L'exo, et ça c'est une grande première, serait applicable sans limite de niveau de rémunération. Et il y aurait également 3 autres dispositifs qui doivent être mis en place. C'est une aide au paiement des cotisations à crédit des cotisations patronales qui serait environ de 20%, une possibilité de conclure un plan d'appurement de dette avec les URSSAF ou les MSA et une remise partielle des cotisations patronales. Et ça s'adresserait particulièrement, en tout cas les 2 dernières, aux PME qui n'auraient pas pu bénéficier de l'exonération totale. En revanche, pour ceux qui bénéficieraient de l'exonération totale, l'aide au paiement des cotisations peut venir également en aide complémentaire. Enfin, en cette période un peu particulière, il ne faut pas oublier que, eh bien, effectivement, il reste des enjeux RH
importants et qui n'ont pas été modifiés, en tout cas pas en profondeur, par cette période de crise. Premièrement, petit rappel concernant les entretiens professionnels. On a quand même une ordonnance du 1er avril qui est venue aménager les entretiens professionnels pour 2020 et qui vient dire que les employeurs ont la possibilité de reporter la date du premier entretien d'état des lieux jusqu'au 31 décembre 2020, alors que ceci aurait dû être fait en mars 2020. Donc là, première chose, on peut repousser un petit peu. En revanche, il n'y a pas d'exonération ou d'annulation de la sanction si jamais vous n'avez pas réalisé ces entretiens. Mais pour rappel, le 21 août 2019, on a une ordonnance qui a introduit une période transitoire. Je vous l'avais déjà présentée en octobre de l'année dernière, mais je vous la rappelle ici. C'est-à-dire que les employeurs ont deux possibilités pour justifier de leur obligation en matière d'entretien, et notamment, soit le salarié a bénéficié des entretiens professionnels tous les 2 ans et d'au moins une formation autre qu'une formation obligatoire, ou alors les salariés ont bénéficié d'entretiens professionnels tous les 2 ans et au moins de 2 des 3 mesures suivantes, c'est-à-dire formation, acquisition d'éléments de certification et ou progression salariale ou professionnelle. Donc, à partir du moment où vous avez, d'ici le 31 décembre, respecté l'une ou l'autre, eh bien, la sanction qui est de l'abondement du CPF ne s'appliquera pas. Sachant qu'en plus, en principe, cette sanction, vous devez la déclarer spontanément, manifestement. Donc, n'oubliez pas de réaliser vos entretiens professionnels. N'oubliez pas que ces entretiens professionnels peuvent éventuellement être réalisés en visioconférence. À charge, en revanche, de prévoir justement que vous pouvez formaliser et garder les traces écrites par messagerie électronique, tout comme on a vu la possibilité de faire ratifier un accord d'entreprise à la majorité des 2/3 par messagerie électronique. Là, l'entretien professionnel qui aurait lieu en visio, eh bien, peut tout à fait être formalisé par les mêmes outils informatiques. Bien évidemment, moi, je vous invite à vous rapprocher d'Apogea parce qu'ils ont tous les outils pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces entretiens professionnels. Autre information et qui a son importance, car moi j'ai eu la question par un de mes clients, effectivement, quid de toutes ces formations dites obligatoires dans les entreprises dont les dates de validité expiraient pendant la période de confinement et pendant le temps de fermeture des organismes de formation. Alors, on a eu beaucoup d'hésitations sur le sujet parce que l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit une suspension générale des délais pendant un état d'urgence sanitaire et qui, pour le moment, est prolongée jusqu'au 10 juillet. Donc, on s'était dit, no CACES, pas de souci, leur durée de validité est prolongée. Et en réalité, absolument pas, puisqu'on a une instruction de la Direction générale du travail du 15 mai dernier qui prévoit expressément le cas justement des CACES et qui vient dire que il n'y a pas elle ne rentre pas dans le champ de l'ordonnance du 25 mars. Donc, en gros, vos CACES qui ont expiré pendant cette période de confinement, eh bien, leur validité n'a pas été prolongée. Donc, vous devez mettre en œuvre le plus rapidement possible les renouvellements des formations prévues et à tout le moins, vous devez renouveler et reconduire l'autorisation de conduite dans l'entreprise pour les salariés concernés en attendant qu'ils puissent aller faire un recyclage de leur CACES. Autre information qui concerne cette fois-ci les délais de consultation du comité social et économique. Sachez qu'on a
2 ordonnances, un décret de début mai 2020 qui est venu prolonger des délais concernant les réunions d'information, concernant les réunions du CSE. Alors, cette cette modification concernant les délais, elle s'applique uniquement aux réunions d'information-consultation qui seraient mises en œuvre pour régler les situations liées à l'épidémie Covid-19. Tout ce qui concerne les consultations récurrentes et classiques du comité social et économique, il n'y a pas de modification pour les délais. Pour tous les autres points liés effectivement aux mesures d'urgence à prendre pour le Covid-19, en revanche, modification des délais. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ces délais? Eh bien, c'est 2 jours ouvrables pour communiquer l'ordre du jour dans les entreprises de moins de 50 au lieu de 3 et 3 jours pour tenir la réunion au lieu de 8 pour le comité, le comité social économique central. Donc, ce n'est pas non plus une modification d'importance, mais quand on doit réunir le comité central pour prendre des mesures d'urgence et qu'on a 8 jours normalement en principe pour envoyer l'ordre du jour et la convocation, ça peut faire long dans cette période qu'on vient de connaître. Donc, pour le moment, le délai a été réduit à 3 jours. Enfin, petite information qui concerne l'égalité homme-femme, puisque ça, eh bien, rappelez-vous, par dérogation, les entreprises de plus de 250 et de moins de 1000 pouvaient publier leurs notes au 1er septembre 2019, donc on était encore loin de l'épidémie, et les entreprises de 50 à 250 salariés avaient jusqu'au 1er mars 2020. Puisque la crise sanitaire, l'état d'urgence a été mis en place à compter de mi-mars 2020, eh bien, autant vous dire qu'aucune disposition pour prolonger le délai de communication de la note obtenue par les entreprises n'a été prévue. Donc, vous êtes toujours soumis aux mêmes obligations, qui est celle de calculer la note obtenue en matière d'égalité homme-femme avec les indices que je vous avais présentés en octobre notamment. Et n'oubliez pas la sanction, c'est quand même 1% maximum de la masse, enfin, en tout cas de la base de revenus d'activité qui est encourue par l'employeur. Donc encore une fois, c'est peut-être pas votre priorité aujourd'hui, mais il ne faut pas occulter cette obligation en ce qui concerne l'égalité homme-femme, et vous pouvez vous rapprocher à nouveau d'Apogea qui dispose de tous les outils pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Autre information, puisque la question a été posée pendant cette période, quid du bulletin dématérialisé? Alors, je vous rappelle quand même que désormais, sauf opposition du salarié, l'employeur peut délivrer un bulletin de paie sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données et leur confidentialité. Il faut bien évidemment garantir également leur disponibilité pendant 50 ans ou jusqu'à temps que le salarié ait atteint l'âge de 75 ans. Donc, ce n'est pas un accord préalable à recueillir auprès du salarié pour pouvoir lui délivrer un bulletin dématérialisé. Vous avez la possibilité de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, à condition juste d'en informer le salarié par tout moyen, conférant date certaine. Alors, ça peut être par exemple une clause dans le contrat de travail au moment de l'embauche, ou une information un mois avant la première émission du bulletin et avec bien évidemment le droit de s'y opposer. Et si celui-ci ne s'y est pas opposé dans les 3 mois après sa notification, eh bien, il n'y a pas de difficulté.
Une information concernant la surveillance médicale suite à une ordonnance du 8 avril 2020 et un décret, non, une ordonnance, pardon, du 1er avril 2020 et un décret qui a suivi en date du 8 avril 2020. Alors, l'ordonnance du 1er avril, elle est venue dans un premier temps renforcer la mission de prévention des services de santé au travail, même si c'est compliqué, on peut essayer de compter sur eux. Donc la diffusion dans le cadre de cette mission préventive, normalement, les médecins du travail devaient procéder à un appui aux entreprises dans la définition de leur mise en œuvre des mesures de prévention adéquates face au risque de la propagation du Covid-19 et du risque de contagion. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième grande nouveauté, c'est que le médecin du travail pouvait prescrire un arrêt de travail ou un dépistage, alors que classiquement, les médecins du travail ne peuvent en aucun cas effectuer de prescription médicale et encore moins d'arrêt de travail, puisqu'ils ont uniquement un rôle de prévention. Mais par exception, pendant cette période, eh bien, le médecin du travail pouvait procéder à des tests de dépistage et prescrire le cas échéant ou renouveler un arrêt de travail en cas d'infection, de suspicion d'infection au Covid-19. Par ailleurs, autre mesure, le report des visites non indispensables. Alors, les visites concernées sont toutes les visites médicales qui devaient être réalisées à compter du 12 mars au bénéfice des salariés en contrat en CDI ou en CDD ou en contrat de travail temporaire, quel que soit le secteur. Bon. En revanche, les médecins ont la possibilité de dire bah non, finalement, je ne recevrai pas le salarié en visite de suivi classique et ça n'empêche pas, bien évidemment, et ça c'est prévu par l'ordonnance, le fait que le salarié continue à travailler à son poste de travail ou soit embauché ou soit reprenne le travail après une absence. En revanche, la visite ne peut pas être reportée indéfiniment, bien évidemment. Le médecin du travail peut la reporter jusqu'au 31 décembre 2020 maximum, sauf s'il estime indispensable de recevoir le salarié. Et les reports, classiquement, sont 3 mois ou 1 mois pour la visite pour les travailleurs qui font l'objet d'une surveillance médicale. Mais ne vous y trompez pas. Moi, j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet. Sachez que ce n'est pas à vous ce n'est pas à l'employeur de dire bon de toute façon les visites elles sont reportées dans la limite de 3 mois. Donc moi mon salarié qui est absent depuis 2 mois parce qu'il bénéficiait d'un arrêt pour personnes vulnérables, eh bien j'ai 3 mois pour contacter le médecin du travail. Ce n'est absolument pas ça. Vous, votre obligation, elle reste la même. À partir du moment où vous avez un salarié qui a été absent depuis plus de 30 jours en raison d'une maladie, je ne parle pas des arrêts garde d'enfants, je parle des personnes vulnérables, par exemple, qui ont bénéficié d'un arrêt maladie, qui veulent reprendre leur activité, vous avez l'obligation de contacter immédiatement le service de santé au travail, dès que vous avez connaissance du fait qu'ils souhaitent revenir travailler. Et c'est au médecin du travail, au vu de son dossier, et de l'entretien qu'il pourra avoir avec le salarié au téléphone, puisque c'est une disposition qui est prévue par l'ordonnance, de prendre la décision soit de recevoir le salarié et pour effectivement avoir un entretien en présentiel, soit en ce qui et de décider s'il doit revenir ou non à son poste, ou à l'issue de cet entretien téléphonique et au vu du dossier médical du salarié, il décidera de reporter la visite dans la limite soit de 3 mois, soit d'1 mois, en fonction de la situation du salarié. Et dans ces conditions, il devra vous délivrer un petit courrier, en tout cas insister pour l'avoir, selon lequel il, dans le cadre des dispositions qui sont exceptionnelles, il a décidé de reporter la visite de reprise à telle date, mais qu'entre-temps, le salarié est dans la possibilité de reprendre son poste. Donc ça, c'est une première chose.
Sachez également que pour les travailleurs handicapés, les travailleurs de nuit et les femmes enceintes, eh bien, le médecin ne peut pas reporter la visite. Donc, le service de santé au travail ne peut pas vous dire, ah ben, pour cette personne-là, je la recevrai dans 2 mois. C'est pas possible. Et elle peut reprendre son activité. Ça, c'est pas possible. Et pour les travailleurs qui bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, c'est pareil. Soyez vigilants. Si jamais le médecin du travail, après vous s'être entretenu avec le salarié, avoir pris connaissance de son dossier et éventuellement s'être entretenu avec vous, décide de reporter au-delà d'1 mois la visite, eh bien, c'est niette. Il doit vous fixer une visite dans le délai d'1 mois. Autre information qui concerne le congé pour décès d'un enfant, c'est la loi du 8 juin dernier. Sachez que, alors vous avez dû en entendre parler parce que ça a quand même créé une polémique. Eh bien, désormais, les travailleurs qui sont frappés par le décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans ont droit à un congé porté de 5 à 7 jours, selon les circonstances, et complété par un congé de deuil de 8 jours, ainsi qu'une période de protection contre le licenciement de 13 semaines. Alors, c'est sous certaines conditions, bien évidemment, et là, je n'avais pas le temps de vous les détailler, mais c'est une disposition qui va apparaître enfin, qui est déjà dans le Code du travail avec les, les précisions pour pouvoir bénéficier de ce congé. Autre chose, le texte améliore également la prise en charge de ces personnes endeuillées et notamment la CAF, sous certaines conditions encore une fois, pourrait verser une allocation forfaitaire qui pourrait atteindre 2 000 €. Mais on est encore une fois dans l'atteinte d'un décret pour cette allocation forfaitaire. Quelques mots de jurisprudence rapidement pour terminer cette présentation. Donc, sachez qu'on a beaucoup, actuellement, on a beaucoup de jurisprudence sur tout ce qui concerne le harcèlement et notamment là, en l'espèce, le harcèlement sexuel qui, la Cour de cassation est venue nous dire attention, une relaxe au pénal n'exclut pas d'office sa reconnaissance au prud'homme. Donc en fait, un salarié ou un employeur qui serait accusé de harcèlement sexuel, il y aurait eu une procédure au pénal d'engager et il y aurait une relaxe du prétendu harceleur, eh bien, c'est pas pour cette raison que devant le Conseil des prud'hommes, si la personne qui s'estime victime d'un harcèlement et notamment d'un harcèlement sexuel, eh bien, elle peut tout à fait obtenir gain de cause devant le Conseil des prud'hommes. Enfin, on avait l'habitude depuis quelques années du burn-out, c'est-à-dire de trop de travail, etc. Et ben, aujourd'hui, on voit apparaître la notion de bore-out, qui est en fait l'ennui au travail, la placardisation, etc. Et la Cour d'appel de Paris vient de reconnaître au mois de juin que le burn-out peut constituer une forme de harcèlement moral. Affaire à suivre parce que ça ira sûrement devant la Cour de cassation. Donc, on en saura un petit peu plus dans quelques mois. Enfin, un petit peu de jurisprudence toujours qui concerne notamment le licenciement d'une salariée liée à sa grossesse. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, un licenciement d'une salariée qui aurait eu lieu en raison de son état de grossesse est nécessairement nul. Ça, il n'y a pas de souci. En revanche, la nouveauté dans cette décision de janvier 2020, c'est que la Cour de cassation a octroyé à la salariée une indemnisation entre le moment où elle a été licenciée et le moment en fait où il y a eu reconnaissance du licenciement nul devenu définitif, l'intégralité de ses salaires, mais cette fois-ci sans déduction des revenus de remplacement. C'est-à-dire qu'à l'issue de son licenciement, elle avait été prise en charge par le Pôle emploi et habituellement, quand les salariés sont indemnisés de cette façon, c'est-à-dire qu'ils ont droit à leur salaire, c'est toujours sous déduction des revenus, des allocations de Pôle emploi qu'ils auraient perçues pendant la période de prise en charge par le Pôle emploi. Et bien là, c'est une première. Il n'y a pas de déduction des revenus de remplacement.
Enfin, et ça c'est important parce que ça arrive quand même assez souvent, un licenciement d'une salariée ou d'un salarié d'ailleurs qui aurait été en congé parental à temps partiel, eh bien, sachez que la Cour de cassation, ça y est, c'est fait. Elle vient de s'aligner sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui vient dire ben, il est interdit en raison de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe de moduler l'indemnité de licenciement et l'allocation de congé de reclassement d'une salariée en congé parental à temps partiel, ne serait-ce qu'en partie sur la base de sa rémunération réduite du fait de ce temps partiel. En gros, lorsqu'on fait le calcul d'une indemnité de licenciement, le Code du travail autorise, et c'est prévu, les dispositions sont prévues, il faut toujours au prorata prendre en compte les périodes de temps de travail à temps partiel et les périodes de temps de travail à temps plein, par exemple. Bon, pour calculer l'indemnité de licenciement. Eh bien, donc, bien évidemment, quand les salariés sont pendant 3 ans ou ont eu 2 congés parentaux en activité réduite et que ça fait 6 ans, par exemple, où les salariés ont bénéficié d'un congé parental à une activité réduite, quand on calcule l'indemnité de licenciement, ben, quand on applique cette règle, on fait au prorata, bien évidemment, du temps prévu par le congé parental. Eh bien, sachez que dans le cas spécifique de l'indemnité, enfin du congé parental d'éducation, ce n'est plus possible de prendre cette période au prorata à temps partiel en raison de la discrimination qui est fondée sur le sexe. Et voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a éclairé sur certains points. Une toute petite information, dernière information, comme entre le moment où on a eu, enfin, j'ai animé le 18 juin dernier en direct cette visioconférence et le réenregistrement en raison des problématiques liées au son, eh bien sachez qu'on a eu des informations complémentaires en ce qui concerne notamment la prise en charge et le montant de l'allocation d'activité partielle. Et notamment, on a eu une ordonnance qui est tombée hier, qui a été publiée au journal officiel hier. On attend les décrets d'application. Mais l'ordonnance prévoit, en tout cas, qu'en ce qui concerne l'activité partielle, il y aura une modulation du taux de l'allocation d'activité partielle, ça c'est clair, avec un effet rétroactif au 1er juin et jusqu'au 31 décembre. Et il y a également la mise en place d'un dispositif exceptionnel d'activité pour les entreprises qui auraient des difficultés économiques durables, mais dont la pérennité n'est pas pour autant compromise. Donc, il faut impérativement suivre l'actualité en ce qui concerne la prise en charge au niveau de l'activité partielle. Et encore une fois, on se tient à votre disposition parce que ça évolue au jour le jour. En tout cas, bon courage, merci de votre attention et puis à bientôt.